Asmi, il faut marquer où? Bah, je sais pas. Déclarer forfait. C'est nous les chefs. La semaine dernière, on a travaillé quoi comme figure? C'est compris ou pas? Regardez-vous, il manque une personne. Bienvenue dans ce premier podcast dédié à l'EPS de l'Académie de Mayotte. Et pour commencer, on a eu l'idée avec Jérémy de commencer avec la thématique du savoir nager, thématique qui est particulièrement importante ici à Mayotte, avec, on le sait, des enjeux qui sont sociaux, des enjeux aussi qui sont sécuritaires. Et on sait très bien que c'est très compliqué d'apprendre à nager, ça l'est encore plus à Mayotte. Et pour parler un peu de cette thématique, on a décidé d'inviter Pierre Salomé, qui est ici parmi nous. Donc bonjour Pierre. Bonjour tout le monde. Est-ce que, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement sur ton parcours, tout ça? Oui, alors rapidement, hein, c'est pas l'idée de me mettre en avant du tout, mais c'est pour essayer de comprendre un peu la discussion qu'on va avoir. Moi, c'est ma 8e année sur le territoire. Et avant ça, j'ai travaillé pendant 10 ans en métropole. Et je ne suis pas spé natation ni savoir nager, mais je l'ai beaucoup enseigné en piscine et ici en lagon avec un gros projet qu'on a au collège depuis pas mal de temps en fait. Ok. Et pour toi, pourquoi c'est important le savoir nager ici à Mayotte? Pourquoi plus qu'ailleurs et est-ce qu'il y a des caractéristiques, je sais pas? Ouais, il y a des enjeux sur différents étages, on va dire ça comme ça. Nationaux, il y a beaucoup, on sait qu'il y a de plus en plus de noyades avec des gamins qui disent quand même quand il y a accident ou voire accident mortel, enfin du coup on l'entend pas, mais quand il y a accident, qui nous disent, qui relatent le fait qu'en fait ils pensaient savoir nager. À Mayotte, ça se reflète aussi beaucoup. Il y a beaucoup d'accidents à Mayotte. Certains on les sait, certains on les sait pas. On a une piscine incroyable quand même. On a quand même une piscine incroyable, très belle, très accessible, mais qui peut être aussi très dangereuse. Donc on peut beaucoup s'amuser, on peut apprendre beaucoup de choses. Et il faut aussi savoir à un moment donné dire non quand les conditions ne sont pas favorables aussi. Mais au final, là, tu parlais un peu de cette piscine-là. Ce que je remarque là, c'est il y a pas beaucoup d'élèves qui vont à l'eau, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui vont à l'eau sur les plages. Est-ce que tu as ressenti ça aussi? Ouais, on a ressenti ça, on l'a vu, on l'a observé, quantifié, pas tant que ça, mais globalement, les villages côtiers, ils y ont accès. Ils y ont accès, c'est pas pour autant qu'ils y vont. Et malheureusement, les garçons y vont bien plus que les filles, pour différentes raisons. Et après, il y a plein d'autres éléments qui rentrent en jeu, culturellement, au niveau des légendes. Voilà, il y a plein de grandes histoires de créatures sur les îlots. Il y aurait beaucoup à dire, mais aussi à comprendre en fait. Le pourquoi les enfants, où on ne laisse pas aller forcément tout le monde à l'eau, ou pourquoi ils n'y ont pas forcément accès, ils n'y vont pas aussi par eux-mêmes en fait. Il y a beaucoup d'éléments de réponse. Dans tous les cas, le fait est que on a des enfants, voire même des adultes, qui vont à l'eau, mais en fait peu par rapport à la masse de monde qu'il y a sur le territoire. Et on se baigne, mais on nage pas en fait. Mais on baigne, on baigne, ouais, on fait baignade quoi. En gros, on fait baignade. Et est-ce que tu as un peu des chiffres sur les élèves, c'est-à-dire le nombre d'élèves qui sait un peu nager, le nombre d'élèves qui ne sait pas nager? Oui, mais tous les ans, l'éducation nationale nous demande un peu où est-ce qu'on en est, mais ça c'est global sur tout le territoire français. Et donc à la fin de 6e, Mayotte, grossièrement, on est à 10%, un peu moins, d'élèves qui valident l'attestation, la SNS, attestation de savoir nager en sécurité. Donc ça veut dire qu'on se retrouve en fin de cycle 3 avec 90% d'élèves qui ne valident pas la SNS. Ouais, exactement. Ça commence à être un chiffre énorme. Ouais. Ouais, c'est énorme parce que comparativement à ce qui se fait sur le territoire hexagonal, on doit être à 70% sur la même classe d'âge. Donc on a
un écart incroyable. Et après, on viendra, je pense, sur les raisons de ça aussi. Je crois que bon, l'école primaire, elle n'est pas responsable, pas du tout. Mais en tout cas, les élèves, ils arrivent en 6e avec un vécu qui est néant en termes de cycle d'apprentissage de la natation, quoi. Donc ça veut dire qu'ils arrivent en 6e, ils ont aucun Globalement, ici, ils ont aujourd'hui, je vous parle d'aujourd'hui parce que ce n'était pas le cas il y a 15 ou 20 ans, mais je n'étais pas ici, mais je crois que ce n'était vraiment pas le cas. Enfin, c'est même sûr. Aujourd'hui, très peu d'écoles primaires vont à la plage, très peu d'enseignants d'instituts vont à la plage. Ce n'est pas forcément de leur responsabilité. La question du maître nageur et le recrutement du maître nageur, c'est assez central quand même. La tendance est positive. On a été au plus bas il y a quelques années, mais la tendance est positive sur les années qui arrivent. Et donc là, si on se concentre, on va essayer de se concentrer peut-être sur les 90% d'élèves qui ne valident pas la SNS, donc sur les élèves qui sont non nageurs. Je sais que tu fais des formations liées à la SNS. Est-ce que liées plutôt aux élèves non nageurs et tu nous donnes un dispositif particulier, est-ce que tu peux nous expliquer ta démarche par rapport à ce dispositif-là? Ouais, alors c'est une démarche, c'est pas forcément la mienne. Et en fait, en arrivant sur le territoire, voilà, pas simple d'enseigner cette activité dans le lagon. Comment on essaie de fonctionner, sur quel champ d'apprentissage en fait il faut aller. Donc il faut aller sur le champ d'apprentissage numéro 2, on est sur une activité de pleine nature. Il faut s'adapter à l'environnement et en même temps, donc j'ai essayé des choses et en fait après je me suis rendu compte après que cette démarche-là avait déjà été proposée il y a 30 ans. Donc on va pas passer d'étape après étape, j'aime pas ce mot-là, on va passer de moments ou d'expériences natatoires, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais d'expériences aquatiques pour des élèves, mais qu'ils aient 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 50 ans. Cette démarche-là, on l'a essayé et à Mayotte, aujourd'hui, on est plusieurs à dire que c'est la plus efficace. Est-ce que, pour rentrer vraiment dans le cœur, est-ce que tu peux nous expliquer cette démarche-là? Oui. Alors, on va dire qu'il y a 4 moments forts, quoi. Donc, moi, on a créé le corps aquatique, c'est-à-dire la phase où on commence la leçon, où on commence un cycle par la mise à l'eau. Et cette mise à l'eau-là, elle est très importante. C'est comme un élève qui passe sous la douche avant d'aller à la piscine. Même déjà, là-dessus, on voit beaucoup de choses, en fait. Et ce moment-là, il est très important. Il est très important sur chaque début de leçon, il est très important. Et au début, il prend peut-être beaucoup plus de temps. Et puis, au fur et à mesure des leçons et du cycle, ça va se réduire. Donc, ce corps aquatique, ce corps projectile, ce corps propulseur. Ce corps flottant. Et après, il pourrait y avoir un corps un peu respirant, mais avec des élèves qui n'ont pas de vécu, on n'arrive pas à cette 4e étape. Donc, on essaie de faire passer des élèves, des enfants de la terre à la mer. Et après, il y a corps flottant, corps projectile et corps propulseur. J'avais oublié. Et est-ce que, donc là, tu parles de ces 5 expériences. Est-ce que pour toi, elles sont hiérarchisées? Pour toi, c'est les étapes clés? Donc, c'est-à-dire que tu commences toujours par le corps aquatique. Dès que c'est validé, on passe au corps flottant. Dès que c'est validé, au corps projectile. Est-ce que c'est des étapes pour toi? Non, c'est pas des moments, c'est pas les étapes, c'est des moments qui s'imbriquent et qui prennent plus ou moins de place en fonction du cycle, en fonction de l'évolution des élèves aussi évidemment. Mais je veux pas que ce soit séquencé, haché. C'est des moments qui doivent vivre dans chaque leçon, du corps aquatique, de la mise à l'eau, des jeux, etc. Le corps flottant, ouais. Comment on fait pour faire prendre confiance à l'élève que en fait il va pas couler. Ça, c'est une grosse peur qu'il faut absolument déconstruire et vite. Mais il faut du temps et il faut être patient et il faut vraiment amener cette confiance-là parce que sans ça, les élèves ne vont pas pouvoir après accéder à la projection et à la propulsion. Okay. Voilà, donc il faut y passer du temps au début et après aussi tout doucement aller vers la projection et la propulsion parce qu'il faut commencer à faire glisser les gamins et qu'ils arrivent à sentir que le fait de glisser, c'est aussi cool aussi, en fait. Et
et que c'est possible même là, en fait, au bord de l'eau, quoi. Donc ça veut dire qu'au final, dans toute la démarche, tu vas axer sur plus ou moins l'autre. Ça veut dire que tu n'enlèves pas, tu n'occultes pas les autres. Donc tu vas axer sur une étape, une expérience clé, Ouais. sans galvauder les autres. Et là, par rapport à ça, enfin, je fais un peu appel à mon expérience là. J'ai remarqué que la respiration, que comme tu dis, le corps respirant, l'expérience du corps respirant, et ben cette notion de respiration, elle est souvent occultée. C'est-à-dire que même moi, il y a des fois, je vais proposer une situation à un élève, mais sans réellement parler de respiration. Alors que, au final, c'est une notion qui est primordiale. Et juste, En fait, on y est déjà dès le départ, dès les premières séances, mais en fait, on s'en rend pas compte. Quand on demande aux élèves de souffler avec le nez, avec la bouche, il faut pas minimiser cette étape-là parce que c'est des étapes qui mettent en confiance et qui font prendre confiance à l'élève que l'eau ne peut pas rentrer aussi. Et en fait, on est déjà en train de faire des échanges en fait. Et l'idée quand même centrale, et je reprends pas mal de collègues qui ont écrit là-dessus aussi quand même, quoi. L'idée d'apnée inspiratoire quand même, c'est un élément fort et il faut que les élèves, ils arrivent à comprendre qu'on a nos poumons, qu'on peut emmagasiner beaucoup d'air et qu'en emmagasinant beaucoup d'air, on gèle ce problème de respiration. Il y a tellement de problèmes pour un nouvel élève, un nouvel enfant dans l'eau qu'il faut geler forcément certains problèmes et il faut les hiérarchiser quand même. Donc, soit avec du matériel, soit avec ce genre de contenu. Et donc, ça veut dire que donc, tu arrives sur une apnée inspiratoire. Ça veut dire jusqu'à quand tu bascules après sur la possibilité à l'élève de respirer, de se remettre pour repartir? Est-ce que tu as un petit tip là-dessus? Moi, j'ai toujours été en difficulté par rapport à ça. Et il faut mettre les élèves en apnée inspiratoire. Et c'est un truc qui se construit, hein, parce qu'ils font tous de l'apnée en faisant. Et ils pensent qu'avec ça, ça va suffire, alors qu'en fait, on peut en mettre des litres d'air là-dedans quand même. Et on peut faire pas mal de mètres aussi comme ça. Et les élèves, tout doucement, ils vont aller de plus en plus loin. Ils vont faire 7, 8, voire 10 mètres en apnée inspiratoire. S'ils sont bien projectiles. Ça veut dire qu'au final, on suppose, en tant qu'enseignant, on suppose que l'élève, il va bien prendre son apnée inspiratoire. Alors qu'en fait, c'est quelque chose qui se construit. Voilà. Ça se construit. Okay. Ça se construit, ça se démontre, on fait avec. Et c'est pas en 2 leçons qu'on va régler le problème. Ça prend toute une séquence. Et des élèves qui vivent une première séquence de savoir nager ou de j'apprends à nager, moi, au bout, allez, on va dire de 10 leçons, je pense que les élèves peuvent faire 7, 8, 9, voire un peu plus, en apnée inspiratoire. Donc ça veut dire que sans avoir besoin de respirer, et en se sentant en confiance. Et en se sentant en confiance. Ils peuvent faire ces 7, 8, 9 mètres, je pense, bien profilés, avec des trajets corrects. Et après, du coup, la question de comment je fais pour regonfler, pour me remettre en apnée. Là, la question, elle va venir. Et elle peut venir assez vite, en fait, quand même. Elle peut venir assez vite. Là, si on revient un peu sur ta démarche qui est un peu… Enfin, je dis ta démarche, je sais que vous êtes plusieurs derrière ça. Mais en U, pourquoi tu as fait ces choix-là? Parce que d'un point de vue organisationnel, on est rarement seul avec sa classe. On est toujours plusieurs collègues, on est toujours plusieurs groupes. Et le dispositif qui a été acté, c'est une ligne de 50 mètres divisée en 3 espaces. En gros, c'est ça. Donc, je me suis basé sur ces dimensions-là pour essayer de proposer un parcours aquatique pour rester dans le champ 2 quand même. Un parcours aquatique au bord de l'eau, là où les élèves ont pied, je sais bien, mais on est obligé d'y passer, on ne va pas les emmener tout de suite là où ils n'ont pas pied, et on en parlera peut-être un peu après, ce sera une petite évolution. Mais du coup, cette organisation en U, parce que tout le monde est censé l'avoir. Tous les collègues qui arrivent sur le territoire sont censés avoir et doivent avoir ça pour bien fonctionner. J'ai du mal à fonctionner sans dispositif matériel, encore plus dans l'eau. Ok. Et donc je trouve que ta démarche a été intéressante. Là, il y a 2 ans, j'avais été j'avais fait la formation avec toi. Est-ce que tu as des tips particuliers qui permettent en fait de récupérer cette démarche-là, mais de la faire vivre
autant toi avec tes élèves que moi avec les miens. Est-ce que tu as des petits conseils à donner pour moi, enseignant, qui veut faire vivre cette situation avec mes élèves? Des choses qui te semblent vraiment importantes, primordiales, peut-être des choses qu'on oublie ou je sais pas. Ouais, je pense qu'on oublie des fois que même nous, on est perturbés du passage de la terre à la mer. Même nous, enseignants, on est peut-être, nous aussi, on nous perturbe et je pense qu'on oublie certaines choses qu'on peut faire dans d'autres activités, s'organiser dans l'espace, prendre le temps de faire sortir les élèves et d'expliquer, même en dessinant sur le sable ou même en filmant. C'est des choses qu'on fait dans plein d'autres activités et pourquoi pas le faire aussi au bord de la plage, c'est faisable. Franchement, c'est faisable. Et c'est tellement efficace, le fait de filmer un élève, de lui montrer, de bien s'organiser d'un point de vue matériel. Alors on peut le faire si les lignes d'eau ne sont pas installées pour différentes raisons, une bouée, un sac de sable, même un bidon. Il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on s'organise, il faut que chacun ait son espace de pratique et il faut qu'il y ait du temps de pratique aussi, minimum quand même. Entre 30 et 45 minutes, c'est ce qu'on estime bien pour des collégiens, on va dire ça. Au-delà de pratique effective. De pratique effective, ouais, dans l'eau, vraiment. Au-delà, eh bien, les élèves, ils commencent peut-être un peu à avoir froid aussi. Nous, cette sensation-là, on l'a peut-être moins, mais eux, ils ont plus froid dans l'eau que nous quand même. Et en plus, ce que tu dis juste précédemment par rapport à la vidéo ou par rapport à des schémas sur la plage, ça peut être peut-être porteur quand les élèves sont sur la plage en attente. Ouais. Il y a des moments où peut-être comme ça pourrait être intéressant. On peut fonctionner avec pas mal d'élèves, ça fait peur. Mais on peut fonctionner en U, en circuit. Ça veut dire que tout le monde n'est pas forcément dans l'eau. Notre ancienne IPR, elle était vachement axée là-dessus. Ok, un prof, 12 élèves, ça c'était les anciens textes. Aujourd'hui, on n'est plus limité. On est limité en termes de superficie élève. Donc on peut en prendre beaucoup. C'est assez flou sur les textes. Il faut agir, on dit en bon père de famille, ok. Mais il n'y a pas de limite maximale. Donc on prend ce qu'on est capable de prendre. Et donc cette organisation en U là, elle nous permet, ou alors un élève observateur. Pourquoi on le fait dans toutes les activités et en natation on le fait beaucoup moins? Et on a des coquillages, on a des choses, on a du matériel qu'on peut utiliser pour noter certaines choses. Et ce travail tutoré, ce travail de coach, ce travail d'observateur, on peut aussi le faire en natation. Et il est tellement porteur aussi d'un point de vue moteur. Donc pourquoi on le fait pas alors et ça nous permet de prendre peut-être plus de gamins aussi en même temps en fait. Et de faire des circuits, de faire du travail, de faire compter le nombre de coups de bras pour faire telle distance, etc. Là, on est sur la propulsion ou sur la projection, qui va le plus loin, juste sur une apnée inspiratoire et on le fait à deux, un dans l'eau, un hors de l'eau. Et tous ces rôles-là, on les oublie un peu de par l'activité et aussi de par le contexte parce qu'on est au bord de la plage aussi, je pense. Ouais, on est sur la plage. Après, avant, je travaillais au collège de Wangani et on allait à Tahiti plage. Et donc, comme je t'avais dit, j'avais fait la formation ici à Sakoui, là, pas loin de là. Et j'ai voulu revenir à Tahiti plage et essayer de refaire un peu la même chose, mais tu te retrouves un peu sur une autre plage avec d'autres caractéristiques, c'est-à-dire que le tombant, le sable, ou le tombant, il est moins progressif. Ouais. Et donc, on se retrouve vite avec des élèves qui n'ont pas pied, donc avec un dispositif en U qui est moins large, moins étendu. Donc, est-ce que, toutes les plages sont différentes, mais est-ce que tu as des petits conseils un peu là-dessus? Parce que c'est dur des fois de reproduire la même situation dans notre contexte. Il faut éduquer, là il y a deux éléments de réponse, il faut éduquer les élèves de Tahiti plage, donc c'est des élèves de Sada, donc c'est des enfants, c'est des élèves qui vont aller régulièrement, on va dire que c'est leur plage quoi, en fait, globalement c'est leur plage. Et bien il faut qu'ils arrivent à analyser aussi est-ce que l'idée c'est quand même qu'on est dans le champ d'apprentissage numéro 2 et qu'on doit sensibiliser les élèves au savoir renoncer. Alors c'est un bien grand mot, mais on le fait tellement peu que là je mets un peu le point dessus quand même. Il y a 5 grands risques majeurs et il faut les sensibiliser très vite et notamment sur leur plage, là où eux ils vont aller pratiquer le samedi ou le dimanche, seuls ou avec leurs parents. Est-ce que je suis surveillé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me surveille? Oui ou non? Ça, c'est un élément fort qu'il faut faire tout de suite, dès le début et à chaque leçon pour que les élèves ils prennent cette habitude d'analyse en fait, de l'environnement. Est-ce qu'il y a des grandes vagues? Oui ou non? Alors, la notion de la vague, même dans les petites vagues, on peut faire. Il ne faut pas aller se cacher derrière. On en viendra juste après. On va y venir.
Les éléments coupants au sol, ça c'est un élément dangereux. La qualité de l'eau. La qualité de l'eau, quand il y a une grosse pluie et que ça ravine fort, est-ce qu'on va mettre nos élèves à l'eau? Est-ce que moi je vais à l'eau quand il a plu très fort et on sait que dans les rivières il se passe des choses pas très propres quand même. Et le dernier élément, c'est les orages et les éclairs. Il y a eu le cas récemment, il y a eu quelqu'un qui s'est fait quand même avoir par un éclair à Tanaraki il y a très peu de temps quand même. Donc ces 5 éléments-là, il faut sensibiliser les élèves. Et s'il y a un feu rouge sur un des 5, on n'y va pas. Nous, profs de PS, et les élèves, il faut qu'ils arrivent à avoir ces réflexes-là aussi. Donc là, pour rebondir sur la question de Sada, toutes les plages sont différentes. À nous, profs de PS aussi, d'analyser. Et c'est pareil sur les alertes météo, etc. Il y a différents degrés. Mais ça veut dire que, excuse-moi de te couper, mais ça veut dire qu'au final, l'élève, pour toi, c'est vraiment important qu'il arrive sur la plage, il se dise, bah voilà, là, je vais pas à l'eau. Ouais. Pour toi, c'est un élément essentiel. C'est un élément essentiel. On est milieu naturel pour éviter les accidents, les Et noyades comment tu le fais à mortelles ou chaque non. cours? Est-ce que tu as un petit… Début de leçon, on se regroupe, chacun avec son groupe, Ok. et on analyse ensemble. Ok. On analyse ensemble, et au fur et à mesure, c'est eux qui vont le faire. Et il y a des établissements qui évaluent cette capacité à analyser. Bien sûr. Je sais que le collège de Passamenti l'évalue, et c'est un élément qui rentre dans l'attestation ou dans leur parcours, ou en tout cas qui valide cette Et compétence si un élève d'analyse. il te dit, bah là, j'y vais pas, je vais pas dans l'eau. Et ben là, il Tu te faut retrouves bloqué. réussir à lui faire comprendre qu'en fait, on peut, Ouais. et sous certaines conditions, notamment en termes de vagues, les élèves, ils ont vite peur. Ouais. Et il faut quand même leur apprendre qu'on peut y aller, mais en faisant attention. Ok. Et ça peut être d'ailleurs, nous, un élément très porteur aussi, nous, en termes d'apprentissage, les vagues. Donc là, sur une plage qui chute assez vite, bah, il faut que nous, on s'organise autrement. Donc, Ouais. nous, profs de PS, on arrive, ok, il y a ça qui est proposé. Ouais. Non, je le modifie, j'en fais ce que je veux. Et s'il faut que je travaille que sur la longueur parce que j'ai pied, ben, je travaille que sur la longueur. Ok. Et à marée basse, Et tu pourrais reprendre tes mêmes étapes en les faisant travailler que sur la longueur alors? eh bien, on peut recentrer le travail. Si on peut travailler que, ou alors à marée basse, je prends l'exemple souvent de marée basse et je pense qu'il faut en parler. On ne va pas se cacher derrière le fait que c'est parce que c'est forte marée basse, sauf s'il y a objet coupant. Mais il y a des plages qui sont quand même accessibles et avec peu d'eau, on peut faire des super choses. Mais on réaxe et on réadapte. Mais il faut regarder les marées pour anticiper un peu et préparer son cours. C'est pas parce qu'on a natation qu'on prépare pas son cours. Voilà. En sachant la marée, ben on va réaxer. Est-ce qu'on va peut-être faire un petit travail sur le dos, sachant qu'on est dans peu d'eau, ça va peut-être mettre en confiance les élèves. Travail de propulsion. On peut réadapter en fonction de la marée, mais surtout ne pas se cacher parce que les élèves ils ont besoin d'aller à l'eau. Ok. Et on va pas se cacher derrière le fait que la marée est basse et du coup j'y vais pas. Sur certaines plages, j'entends, sur d'autres, j'ai du mal à entendre. Et est-ce que, parce que j'ai eu des difficultés aussi à Tahiti plage toujours, mais à un moment donné, il y avait beaucoup de vagues au bord, et ce qui amenait les élèves à ne pas avoir envie de renoncer. Donc là, il faut adapter les mots, comme on revient à ce que tu as dit précédemment, on adapte pour amener l'élève dans l'eau, essayer de l'amener dans l'eau. Mais qu'est-ce que tu peux faire comme travail quand il y a beaucoup de vagues? Eh bien, en fait, on peut faire un travail dans les deux sens. Alors là, toute la mise en confiance, elle est importante quand même avec les élèves. La vague, elle peut nous porter. Donc, c'est quand même très intéressant de se sentir porté, de se sentir glissé, voire surfer sur la vague. Travail de fusée un peu. Le travail de fusée, donc là, sur le corps projectile, savoir prendre une vague, les élèves, ils adorent ça. Et quand ils arrivent à bien analyser et à bien capter à quel moment je dois partir et à bien me laisser glisser, même nous adultes, enfin moi je me suis amusé dans ces vagues-là. Et à l'inverse, comment je fais pour passer sous une vague qui arrive? Et c'est super intéressant de travailler comment je me mets à l'eau et l'immersion en fait. Et ça peut nous servir, passer sous un bateau, passer sous un kayak, passer sous la vague ou passer dans la vague. C'est trop kiffant que de se dire, je vois la mousse qui arrive à 1 mètre ou 2, et ok, on va travailler l'immersion, on va travailler. En fait, c'est notre plongeon en fait à nous dans notre piscine en fait, un peu quelque part. Ouais, donc il y a des choses à faire. Il y a vraiment des choses à faire. Ok. Là sur un autre point, tu parlais du fait que les élèves on les récupérait en 6e, en fin de cycle 3. Sauf que ces élèves-là n'avaient pas du tout le même vécu que certains élèves en métropole. Ces élèves-là, mahorais,
ont chacun des vécus totalement différents. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont accès à la plage, il y en a d'autres qui sont plus dans l'intérieur des terres, qui ont moins accès à la plage. Il y en a qui savent nager, il y en a d'autres qui ne savent pas nager. Il y en a aussi à l'école primaire qui ne font, enfin, on peut même se le dire, à l'école primaire, il y a très très peu d'écoles primaires qui font de l'aisance aquatique, du pass nautique. Ouais. Donc en fait, on se retrouve en 6e avec une obligation de valider la SNS, mais avec des élèves qui ont absolument, pour la majorité, aucun vécu en natation. Donc c'est hyper compliqué pour nous. Il faut qu'on fasse très attention, hein, la SNS, hein, le texte qui est sorti, la circulaire qui est sorti en 2022. C'est quand même un aboutissement d'une 3e séquence de natation. Et ça, il faut bien se le mettre en tête. C'est comme si on faisait passer le brevet à un élève de 6e. Non, en fait, il n'a pas vécu les étapes, il n'a pas vécu le cycle 1 natation, cycle 2 aussi sur l'aisance aquatique. Là, on met des élèves qui ont aucun vécu sur leur parcours, on va dire, natatoire. Là, c'est ce qui se dit un peu beaucoup en ce moment. On les a presque vides. Ok, ils ont eu un peu accès, mais en tout cas, ils n'ont pas appris. On leur a pas appris à nager. Il y en a qui se débrouillent, il y en a qui ont appris tout seuls, mais 90% n'ont pas appris à nager. Donc, ils n'ont pas vécu les 2 cycles qui sont censés vivre avant de passer la SNS. Donc, la SNS, le grand message quand même qu'on essaie de faire passer, c'est on est dans le champ d'apprentissage numéro 2. Ok, on le fait passer qu'aux élèves qui en sont capables. Le faire passer sur une première leçon en évaluation diagnostique, c'est mettre en difficulté les élèves et pour récupérer des élèves qui ont démontré rien parce qu'ils savent pas faire grand-chose devant d'autres élèves, je pense que ça va faire évoluer dans les pratiques. Ouais, enfin, j'aimerais bien rebondir là-dessus parce qu'en fait, dans l'ensemble des établissements où j'ai été, à chaque fois, la première séance de natation, on faisait passer le test du savoir nager. Et donc, des fois, tu te retrouves avec des élèves qui loupent la première, la 2e étape, qui se sont changés, qui sont préparés, qui ont déjà, depuis la veille au soir, ils savent qu'ils savent pas nager. Depuis la veille au soir, ils sont en train de cogiter. Ça se trouve, ils n'ont pas trop dormi. Ils font la première, la 2e étape. Au bout de 20 secondes, on lui dit de sortir. Et au final, on se retrouve avec ces élèves-là. Donc, dans la mise en confiance, c'est assez catastrophique. Et on se retrouve avec l'ensemble, pas l'ensemble des professeurs, parce que c'est absolument pas le cas, mais avec beaucoup de professeurs où on fait ça à chaque fois. Donc, c'est sûr. On va pas prêter les erreurs parce que les erreurs, on les a faites et je les ai carrément. faites. Et moi, je les ai faites aussi. Et on les a tous faites. Et bon, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que tu si on m'avait dit à l'époque, Pierre, je pense que voilà, là, tu peux gagner un peu de temps. Et en fait, si on me l'avait dit vite, sur mon début de carrière, j'aurais été plus vite, quoi. Ouais. Au bout de 15 ans ou 20 ans, où je me serais dit, ok, fais évoluer, quoi. Mais qu'est-ce que tu ferais alors en première séance? En fait, ça nous ferait gagner une séance limite. Des fois, même, il y a deux séances et qui on en sont perd dédiées tellement à ça. à côté des fois. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu ferais là, première séance? Est-ce que à travers des jeux ou alors, en tout cas, devant tout le monde, je trouve ça horrible. Montrer un truc qu'on ne sait pas faire devant tout le monde, c'est terrible pour des enfants, des élèves de 6e, mais peu importe, même nous, adultes, c'est terrible à vivre. Donc déjà, premièrement, ne pas passer devant tout le monde. On peut faire des petits groupes avec son prof, commencer déjà les mettre à l'eau, faire passer direct le test. Ils ne sont même pas passés à la douche, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on ne les a même pas mis à l'eau, ils sont à sec, il y en a certains qui ont froid, ils ont peur, et on leur demande de montrer un truc qu'ils ne savent pas faire, c'est terrible. Donc il faut les mettre à l'eau. Voilà, ce corps aquatique, il faut commencer à les faire jouer, éclabousser, on peut mettre un ballon, on peut faire des jeux, on peut faire des éperviers, on peut faire plein de choses. Et même à travers ça, alors l'œil, il faut l'avoir, on l'a peut-être pas tous, mais si certains collègues ont l'œil, et je pense qu'il y en a qui ont l'œil, même certains collègues assez jeunes, à travers ces jeux-là, on peut voir tout de suite ce que les gamins ils savent faire ou pas. Et on les fait asseoir, on fait plein de jeux, savoir est-ce qu'ils arrivent à mettre la tête dans l'eau, etc. Et à travers tous ces jeux, les jeux d'étoiles, etc., passer sous un objet, tout ça, on peut le faire à travers des jeux, en fait. Et qu'est-ce que toi, avec ton œil un peu d'expertise, qu'est-ce que tu veux regarder là? Par exemple, tu fais plein de jeux avec les élèves là, qu'est-ce que tu vois? Nous, on fait passer des petits tests, on les fait s'amuser. Ouais. Après, on fait passer les tests assez vite, et à 2, à 3, et pas tout seul, à 2, à 3 avec un copain et une copine. Déjà, ça met un peu en confiance déjà. Et en fait, on va assez vite, et ça nous prend un quart d'heure. Mais en fait, on a déjà fait un quart d'heure dans l'eau. On fait un quart d'heure, on arrive à faire passer tout le monde parce qu'ils sont à 2, à 3. Et après, on fait des groupes de besoins parce qu'on est un peu obligé, parce que les écarts, ils sont quand même assez flagrants. Et mais nous, on leur dit, essaie de nager.
fais l'étoile, pas sur le dos parce que l'espace arrière, c'est trop compliqué. Fais-moi une étoile sur le ventre, vas-y, laisse-toi porter par l'eau. Tu y arrives ou pas, tu arrives à lâcher tes pieds, oui ou non. Déjà, on voit vite ce qu'ils savent faire. Est-ce qu'ils arrivent à mettre la tête dans l'eau, oui ou non. Essaie de nager, allez, sur 4 ou 5 mètres. Mais ça, c'est fait en 20 secondes. Et les 3, ils le font en même temps. Et qu'est-ce que tu veux voir, toi? Moi, je veux voir s'ils arrivent déjà à lâcher le sol. Ouais. Sur, Donc ça, c'est une étape qui est importante. ouais, lâcher le sol, lâcher Ouais. les pieds. Ouais. Donc sur une étoile ventrale. Ouais. Est-ce qu'ils arrivent à mettre la tête dans l'eau? Ouais, deuxième. Deuxième. Ouais. Et s'ils arrivent à faire ça, est-ce qu'ils arrivent un peu à avancer avec les bras, Ouais. en lâchant les pieds, oui ou non? Mais avec ça, les groupes, ils sont faits tout de suite en fait. Ok. On n'a pas besoin de passer 3 Donc quarts pour toi, d'heure tu à faire ça. trois étapes clés qui sont importantes. Ouais, j'ai jamais vraiment réfléchi, mais en fait, c'est un truc que je regarde. Et là, Ok. en répondant, c'est Ouais, c'est ce que je ça, regarde. ça, tu regardes ça. C'est ce Ok. que je regarde. Ouais. Ok. Et là, sur le parcours de formation de l'élève, au final, les textes nous imposent de faire enfin, axe énormément sur l'ASNS en fin de cycle 3, donc en 6e. Mm. Et après, comme tu as très bien dit précédemment, c'est que ces élèves-là, enfin, c'est leur seul vécu. Mm. Et derrière, ils n'ont plus spécialement de vécu de natatoire. Mm. Donc, fin de collège, il n'y a plus rien. Lycée, il n'y a plus rien. Et si ça se trouve, tout au long de leur vie, il n'y aura plus rien. Donc, est-ce Ouais. que… Comment on fait pour. Ouais, comment on fait? Est-ce qu'on ferait pas un peu de lien là-dedans? Est-ce que, sachant qu'ils n'ont aucun vécu en primaire, est-ce Ouais. que, je sais pas, on se retrouve dans une problématique d'élèves Il qui… y a des leviers, on peut continuer avec nos gamins. Avec nos gamins qui ont, bah oui, nos 80% qui n'ont pas validé, 80-90% qui n'ont pas validé. Alors on peut ouvrir la surveillance, c'est le nerf de la guerre ici. C'est le nerf de la guerre. On a 4, 5 MNS. Il y a 4 ans, il y avait 2 MNS quand même. Hein. Donc, D'ailleurs, si était on partis. recherche des MNS, donc si vous voulez être MNS et venir à Mayotte, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Et pour comparaison, il y a 15 ans, ils étaient 20 MNS sur le territoire quand même. Et il y avait la natation à l'école primaire. Ah oui, Et il y d'accord. avait la natation à l'école primaire Ok. et en 6e. Donc on Ok. a vécu le pire là il y a quelques années. Ouais. La tendance est positive, Ouais. le recrutement est positif, mais tant qu'on n'aura pas de maîtres nageurs supplémentaires, On se retrouve bloqué un peu. on est bloqué. Ok. Mais pour autant, il faut donner les billes Ouais. à nos élèves sur un cycle. Alors il faut donner envie d'aller à l'eau, je pense quand même, mais sous certaines conditions. Et on peut commencer à sentir une certaine glisse, quand même sur un cycle. Sachant que les gamins, il faut qu'ils sachent aussi analyser parce qu'après, ils vont se retrouver tout seuls. Et aujourd'hui, ils vont vivre qu'un cycle. Et là, je sais que au collège de Msang à Mouji, ils commencent par le PMTG, donc palme, masque, tuba, gilet. Ensuite, pour basculer sur une deuxième séquence, axée sur le savoir nager. Qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de commencer comme ça? C'est un peu une question piège, hein, c'est pas. Ouais, mais tout est bon si c'est réfléchi, quoi. Si c'est testé et c'est après c'est très particulier à chaque établissement, c'est très particulier à chaque établissement, le cadre, la population qu'on a aussi. Eux, ils ont fait le choix de commencer. Il y a des éléments positifs, il y a des éléments négatifs. C'est un grand débat. Dans tous les Dans cas, tous les cas, ils vont à l'eau. Ouais. Ils vont à l'eau. Ils vont à l'eau avec du matériel flottant pour commencer. Ouais. Il y en a qui le conseillent, il y en a qui le déconseillent. L'utilisation du matériel, c'est pareil, c'est un déjà, débat. sur ce corps aquatique, c'est déjà génial. Alors, ils vont à l'eau, mais on les fait flotter. Ils flottent pas eux-mêmes. Ouais. Donc, c'est source de discussion. Parce qu'eux, ils commencent par du PMTG. Donc, ils ont le gilet, donc ils se font flotter. Ok. Enfin, en tout cas, ils flottent. Ils flottent grâce à du matériel. Bon, ça après. Ça s'entend. Ça s'entend. En Ouais. tout cas, ils vont à l'eau. En tout cas, ils ont accès à l'eau. Et en 4e, ils grandissent. Et alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont vécu le PMTG ou est-ce que parce que c'est particulier à Msang à Mouji? Est-ce que c'est parce qu'ils ont grandi, ils sont en 4e? C'est difficile à quantifier. Bon, quoi. ça, on verra. On va essayer de Mais voir c'est des Anan idées. Beryl à un moment donné dans un autre podcast qui, j'espère, va nous éclairer un peu là-dessus. Et j'avais peut-être une autre question sur. Donc là, on a axé sur les non-nageurs au travers du dispositif un peu en U, avec toutes les caractéristiques que ça comporte. Là, je sais aussi qu'il va y avoir une mallette qui va sortir. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'il va y avoir dedans, dans cette mallette? Qu'est-ce que déjà c'est sa mallette? Où est-ce que ça va être disponible? Et pour qui c'est intéressant? C'est une mallette, c'est une 2e édition.
Il y a une première édition qui avait été faite je crois, il y a une dizaine d'années. Et en la relisant avec certains collègues, on s'est dit elle est plus d'actualité. Et puis la démarche globale nous intéressait moins. Donc on s'est remis sur cette démarche qui est issue quand même de Raymond Cateau. Je ne l'ai pas noté, mais tout à l'heure j'y pense. Le corps flottant, le corps projectile, le corps propulseur. C'est lui quand même à l'initiative de cette belle démarche quand même. Donc il faut quand même le redire. Nous on l'a réexploité à Mayotte et au sein de cette mallette-là. Et cette mallette-là, elle est destinée, donc ça fait quand même 2 ans qu'on y travaille à 4-5 collègues, quoi. Là, elle va sortir fin d'année scolaire d'ici juin 2024. Elle est destinée à tous les enseignants du primaire qui, on l'espère, un jour vont avoir accès à l'eau, à tous les nouveaux collègues qui arrivent sur les territoires, nouveaux collègues parce que ce soit des néos, que ce soit des anciens. Donc pour le primaire, pour le second degré aussi? Ouais, on l'a appelé la mallette apprendre à nager en fait, enseigner l'apprentissage de la natation pour des élèves qui commencent. Okay. Alors qu'ils aient 5 ans, qu'ils aient 10 ans ou qu'ils en aient 15 en fait. Okay. Peu importe. On pense que la démarche est la même pour tout le monde en fait. Elle prendra plus ou moins de temps. Mais si j'envoie mon père nager, j'utiliserai la même démarche alors qu'il a 70 ans. Okay. Voilà. Et cette mallette-là, il y a 3 grands volets. Il y a un grand volet qui explique, il y a 3 grands dossiers. Il y a le dossier qui explique la démarche. Il y a un dossier qui explique toute l'organisation et toute la sécurité. Et puis, il y a un gros dossier pédagogique. Okay. Avec le corps aquatique, le corps flottant, le corps projectile et le corps propulseur. Et après, on l'a appelé corps oxygéné pour aller un peu plus loin. Voilà. Okay. Et il y aura du contenu écrit, il y a du contenu visuel, audio, il y a des vidéos. Et on va essayer vraiment d'étendre la diffusion pour que tout le monde y ait accès facilement. En fait. Ok. Vraiment. Et donc, ça va être surtout diffusé où? Et ça va être diffusé, donc là on est en train de réfléchir. Je pense que le site, enfin en tout cas le site académique EPS qui voit le jour, qui renaît de ses cendres, ça va être un des éléments de communication. On va envoyer ça au conseiller PEDA EPS pour le primaire, à tous les coordos EPS. On va diffuser un maximum pour que tout le monde y ait accès parce qu'on sait que c'est pas simple quand on arrive sur le territoire que d'enseigner la natation à des élèves qui n'ont jamais vécu ça, quoi, en fait. Ok. Voilà. Eh ben, merci à toi. Je sais pas si tu as d'autres choses à Non, à j'ai voir. certainement oublié des choses, mais bon, voilà. Si Ouais, le message est passé, tant eh ben, mieux pour écoute, tout le monde. merci beaucoup. Je vous en Et prie. merci à vous de nous avoir écoutés, de nous avoir vus. On se retrouve peut-être pour d'autres podcasts. Là, il va y avoir un prochain podcast sur le PMTG avec Anan Beril. Et tous les documents là, dont on a parlé avec Pierre vont être disponibles sur le site EPS avec aussi des vidéos des élèves de Pierre sur le dispositif et la démarche qu'il propose. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et merci à Jérémy pour le montage et tout ça. Merci à Pierre et puis on se retrouve bientôt.